Aimable, alors là, ça, il le disait tout le temps. En mineur, il fait pleurer. En majeur, c'est la fête. Il a apporté le style aimable, qui existera toujours. C'est-à-dire que c'est un style qui peut être jazzy, qui peut être musette. Le son et le style aimable. Et il n'y en aura qu'un, il n'y en aura pas deux. C'était une vedette à part entière, quoi. Il était sur tous les points de vue. Contact public, sa qualité musicale, tout. Puis il était toujours à l'écoute. L'accordéon. En France, ça a été beaucoup la musette. Alors, la musette, en fait, c'est la musique auvergnate avec la cabrette. Et il n'y avait pas à l'époque d'accordéon. Et un jour, les frères Pégury ont dit on construit l'accordéon, machin. Et en se promenant dans Paris, il y en a un qui est rentré chez Bouscatel, qui était rue de Lappe, donc c'était un Auvergnat, et il lui a dit mais monsieur Bouscatel, ça va plus ce que vous faites là. Nous, on vous le fait, mais à l'accordéon. Alors, ils ont mis le gars au défi. Ça a marché. Pégury est resté chez Bouscatel. Il a épousé la fille à Bouscatel. Et l'accordéon est parti un peu comme ça. Et il est beaucoup venu en France avec les Italiens. Il y a beaucoup d'importations italiennes. Ça, les Italiens, ça a été d'ailleurs à l'époque les meilleurs accordéonistes. Alors après, bien sûr, c'est enchaîné tous ceux qui ont appris et qui sont devenus des vedettes françaises, quoi. Au départ, franchement, je n'aimais pas l'accordéon. Je connaissais pas. Je pouvais pas aimer. J'aimais plutôt le piano, même le piano classique. Et j'aurais adoré apprendre le piano. Mais il aurait fallu avoir un piano. Et puis, enfin, ça posait des tas de problèmes. Mais ce que j'aimais dans l'accordéon, c'était la mélodie, moi. Et ça, Aimable savait très bien jouer, appuyer sur une note et le toucher d'une note. Il disait toujours le toucher d'une note, enfin je vais peut-être m'égarer un peu, mais le toucher d'une note, c'est comme le toucher d'une femme, avec une femme. Parce que la note, elle vous le rend bien, et le soufflet de l'accordéon vous le rend bien, comme une femme sait vous le rendre quand elle joue le jeu avec vous. On peut presque faire l'amour avec son accordéon. C'est très important. D'ailleurs, le public s'en rend compte. On me le dit souvent, ça. On m'a dit, Roberto, on vous regardait, mais dans ces moments-là, on ne s'en rend pas compte, nous. Nous, on est ailleurs.
j'ai commencé à jouer de l'accordéon, j'avais en fait horreur de cet accordéoniste. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais je n'aimais pas Aimable. Et puis, quand j'ai attrapé 14 ans, j'habitais donc dans ma bonne vieille ville de Bayeux, et on avait à l'époque des vrais disquaires. Et quand on passait devant les disquaires, on entendait toujours un disque qui tournait. Et un jour, j'ai entendu un disque d'accordéon. J'ai dit, tiens, c'est pas mal, c'est même très bien. Et il avait sorti un disque qui s'appelait Carnaval en Allemagne, avec des cuivres, avec des choses. Et j'avais 14 ans, et donc là, j'ai découvert Aimable. Et après, j'ai beaucoup aimé Aimable. Tout de suite, j'ai dit, il faudra que je le connaisse un jour, parce que vraiment, c'est... Et après, quelques années après que j'ai rencontré mon épouse, nous étions donc fiancés avec Marie-Claire, n'est-ce pas? Et il y avait un double album qui venait de sortir, avec les Charlots. Et mon épouse me l'a offert pour mes 24 ans. Et tout est parti comme ça. Nous sommes montés à Paris, puis je commençais à aller le voir dans des galas, après chez lui. Enfin bon, voilà, vraiment, c'était une belle rencontre. C'est quelqu'un qui était très simple, qui était facile d'abord. D'ailleurs, il me taquinait toujours quand j'allais le voir dans un de ces galas. Quand il m'apercevait et que j'arrivais, tout de suite, il jouait les fiancés d'Auvergne. Et après, il disait, j'ai fait gagner 3 sous à André. Et il me foutait un coup d'œil et on buvait une bière et puis on discutait, voilà. Donc ça, c'était Aimable. Et c'est ce côté-là qui me plaisait bien. Quand il parlait d'André, il disait, moi, je serai toujours le Poulidor de l'accordéon. Donc, je pense qu'ils ont fait de très belles choses ensemble. Ils ont composé des choses ensemble. Puis, ils sont pas dû comme tout le monde, toujours être d'accord ensemble. Après tout, ça fait partie du jeu. Frère ennemi, je pense que c'est un terme qui a été beaucoup employé par les journalistes. Et je pense que c'était surtout amical. Quand refleuriront les lilas blancs près de la varenne ou de nos gens, nous irons ensemble sous l'orme qui tremble le long des chemins qui nous rassemblent près de la varenne, doucement. Je t'aime comme avant, autant des dimanches, reflets de pervenche, quand refleuriront les lilas blancs. Il aurait aimé être devant André Verschuren, ça oui. Mais moi, il me le disait, ouais, je suis le Poulidor. André, c'est Anctil. Eh ben, je lui ai répondu à ça un jour, oui, mais moi, je préfère Poulidor. Aimable, c'est vraiment la musique. Aimable, il n'y avait pas de danseuse, il n'y avait pas de show. André faisait son truc. Ils n'étaient pas jaloux ni l'un de l'autre. Mais Aimable, c'était sa musique dans sa simplicité. C'était la musique. Lui, ce qui comptait, c'était la mélodie. Et c'était surtout faire plaisir à son public. Parce qu'il me disait toujours, tu sais, vieux frère, sans eux,
on ne serait pas là. Quand je suis rentré dans le bal où je le voyais pour la première fois, l'impression, ça a été une impression extraordinaire. C'est-à-dire que il y avait même jusqu'à l'odeur de ce bal que je me souviens aujourd'hui encore. Il était là sur scène avec ses musiciens et il avait son accordéon dans les bras et la foule devant, parce qu'il y avait un monde fou à l'époque dans les bals, hein, et il le dominait. Et il avait sa gouaille, il avait son sourire, son regard en plus, et pratiquement tout de suite, il m'avait remarqué. Parce que dès le premier bal, on ne se connaissait pas du tout, j'étais tout jeune. Et quand il est descendu, dédicacé, il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à ma table. Et il a dédicacé à ma table. C'est quand même extraordinaire. J'avais un professeur, Pierre Gallard, qui était à Saint-Gratien, et qui m'apprenait, mais je débutais carrément quand même. Hein. D'ailleurs, en ce qui concerne Pierre Gallard, il m'a appris à jouer de l'accordéon style Azola. Mais moi, c'était aimable, déjà dans ma tête. Ce qui fait que je faisais tout ce que me demandait le professeur. Quand j'arrivais toutes les semaines, j'interprétais ce qu'il m'avait demandé de faire. Et après, moi, chez moi, je jouais à la façon aimable. Et on m'a même un jour dit « Pourquoi vous jouez pas de bandoneon, Roberto ?» Ben, c'est très simple. Aimable, n'en jouait pas. Aimable, qui est né donc à Tris-Saint-Léger, est né juste à côté du bistrot qui était tenu par le père. En fait, l'Arcanché, puisque le vrai nom c'était l'Arcanché. Et donc Aimable, il a appris avec le père de Maurice Larcanche. Quand il était très jeune, il avait travaillé un petit peu en usine. Et c'était sa maman qu'il avait placé en usine sans rien dire à son père. Ça a fait un drame dans la maison. Son père ne voulait pas que son fils travaille à l'usine. Et comme il commençait à ce moment-là à travailler l'accordéon, il avait dit non, tu seras quelqu'un, mais tu n'iras jamais travailler à l'usine. Il ne voudrait pas que son fils s'abîme les doigts. C'était un homme extraordinaire, son papa. Moi, je l'adorais, vraiment. Et on s'adorait mutuellement. Il avait des parents extraordinaires. C'était un homme qui était très, très, très fier de son père. Et il me parlait souvent de son papa, et ça le père Pluchart, ça comptait pour quelque chose. Hein. À l'époque, il ne voulait pas être accordéoniste, mais il voulait jouer du saxo. Donc. Et comme il a pris un coup de pied dans les dents au football, il n'a pas pu continuer le saxo, il s'est mis à l'accordéon. Donc, en fait, il aurait pu faire peut-être, une carrière de cuivre, mais il n'y avait rien d'autre dans le Nord. Il y avait l'accordéon. Hein. L'accordéon, le football. Autrement, vous ne faisiez rien. C'est vraiment une famille des gens du Nord, des gens qui rigolaient quand même pas tous les jours. Et puis, quand il est arrivé à Paris et que Maurice Larcanche l'a rejoint, il lui a dit, si tu veux faire carrière, pour plaire, il faut que tu t'appelles Maurice Larcange. C'est comme ça que Maurice Larcanche est devenu Maurice Larcange, sur conseil d'Aimable, qui lui, à l'époque, accordait des pianos, jouait de l'accordéon sur les marches à Montmartre, enfin tout ça. Et donc, ils ont démarré pendant la guerre. Il est arrivé du Nord, tout pur, tout neuf, encore un tantinet naïf, ce qui était très beau, en fait. Et puis après, bon, il a côtoyé tout le monde, surtout le monde de la musique et des musiciens, parce que c'était pas facile. Alors, ils l'ont un peu, comment dirais-je, déniaisé, si l'on peut dire, dans ce domaine-là, vous voyez. Alors, il a beaucoup appris, et comme il était très observateur et très intelligent, très futé, très... Il sentait tout ce qui arrivait. Très opportuniste, et puis il ressentait tout. Et très sensible. Donc il s'est lancé dans le bain. J'ai une photo, il est pris au tonneau à un réveillon de la Saint-Sylvestre en 41, et cette photo avait même été prise à 3h10 du matin. Il y avait la pendule sur la photo. Pendant la guerre, les bals étaient interdits. Et il jouait 2 établissements en face avec Joe Privat. Donc il permutait l'établissement, et quand les flics arrivaient, il y avait un coup de sifflet et on partait comme si c'était des cours de danse. Et après, il rechangeait l'établissement et le bal repartait à plein pot.
J'ai rencontré mon mari qui travaillait à ce moment-là dans une brasserie des Boulevards au Floréal. Et je venais avec des collègues de bureau. Elle m'avait emmené là en disant « Tu verras, il y a un orchestre swing ». À ce moment-là, c'était le swing qui était nouveau et très à la mode. Alors je les ai suivis et nous avions une table devant l'orchestre. C'était un petit orchestre de 6 éléments, aimables compris. Et le courant est passé, on s'est fait des sourires sympathiques. Et à la fin, mes amis sont partis. Et Aimable m'a dit « Si vous voulez, je vais vous jouer quelque chose pour vous ». Donc c'était sa façon de séduire à ce moment-là. C'était seulement ça, c'était déjà pas mal. Alors nous sommes allés dans le fond du Floréal et il m'a dit « Que souhaitez-vous que je vous joue, mademoiselle ?» Très gentiment. Bien, alors je lui ai demandé qu'il me joue Verlaine, que j'adorais de Charles Trenet. J'étais vraiment très marquée par Charles Trenet depuis mes 13 ans, 14 ans, 15 ans. Alors à ce moment-là, c'était quand j'ai connu Aimable, je suis née en 24, donc en 45, j'avais 21 ans. Mon vrai prénom, c'est Odette, que j'ai toujours détesté. Il m'a demandé automatiquement « Comment vous appelez-vous » Ah là, j'ai manqué de toc, j'ai pas dit Odette, j'ai pas osé. J'ai dit « Je m'appelle Dany ». C'était un prénom à la mode à ce moment-là. Et depuis, on m'a toujours appelé Dany et tous mes amis, mes connaissances, ne m'ont jamais appelé Odette. Alors j'ai été séduite et puis après, on s'est rencontrés à nouveau, on s'est revus. Et c'est là qu'on a envisagé de vivre ensemble. Et à ce moment-là, les orchestres partaient en province partout. C'était une époque faramineuse pour les orchestres. Juste après-guerre, vous pensez, il y avait de la musique partout. Et c'était un mois par-ci, un mois par-là. Les gens avaient besoin de retrouver une joie de vivre après les années du nazisme et tout. Et donc, avec des gars comme ça, les balles, c'était vraiment des vraies balles. Et ils ont percé au bon moment, ils ont su en profiter, mais bien en profiter et le mettre à bon escient et faire de la bonne musique. Nous avons tourné dans toutes les villes de France pendant un mois par-ci, 15 jours par-là. Et en plus, Aimable voyait pas mal d'organisateurs étrangers qui commençaient à venir. Et c'est là que nous sommes revenus avec Aimable à travailler au Balthazar, place de la République, et qu'il a rencontré des personnes qui venaient de Saïgon, qui avaient monté là un bar américain dans la rue Catina, la principale rue. Et devant l'Arroyo, devant la rivière de Saïgon, le soir, c'était alors, à ce moment-là, beaucoup plus huppé. C'était, vous savez, le costume blanc, machin truc, enfin bon, c'était la colonie encore, quoi, presque. Mais il y avait toujours, des soldats là. Là, c'était assez dangereux parce que ça tirait des fenêtres partout le soir. Il y avait des attentats. Nous sommes rentrés, Aimable est revenu donc
un petit peu traîné partout, dans les brasseries. Il y avait des orchestres partout. C'était une vie merveilleuse. Sur tous les boulevards, il y avait des orchestres. En renom, moins en renom, mais tout aussi talentueux, évidemment. Et les gens appréciaient beaucoup. Ces orchestres, on buvait aux terrasses, on bavardait beaucoup, il y avait plein de commerçants. Enfin, c'était Paris, le vrai beau Paris que nous avons tous aimé et connu. Ça, c'est son tout premier 33 tours qui est sorti. Donc sous la marque Pacifique, puisque la marque Pacifique, il est rentré sur cette marque à ses débuts. Et cette marque a été rachetée par les disques Vogue par la suite. Et Aimable est rentré chez Vogue grâce au parrainage de monsieur Sidney Bechet. Alors Aimable, à l'époque, voulait enregistrer jazz, mais ça n'a pas été possible parce qu'à l'époque, il y avait monsieur Gus Wieser, qui était déjà un grand jazzman à l'accordéon, dans la même maison. Donc vous imaginez qu'il ne fallait pas de jazzman. Fois ou deux, il m'avait dit qu'il regrettait de ne pas avoir pu faire une carrière plus jazz, parce que ça, c'est ce qu'il aurait voulu. Mais bon, ceci dit, après, il avait fait la carrière qu'il faisait. Il faisait une belle carrière et personne ne pouvait la lui envier. Hein, je veux dire, c'était... Bon, ils ont tous fait des carrières que des jeunes ne peuvent plus faire maintenant, malheureusement. Les époques sont plus les mêmes. Il conseillait beaucoup aux jeunes d'être beaucoup plus mélodistes que de faire des notes des 3000 notes à la minute. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y avait Joe Privat qui avait dit une fois aux jeunes, il dit, vous savez, c'est très bien ce que vous faites beaucoup de notes. Mais il disait, vous savez, un TGV à 300 à l'heure, on voit plus le paysage. Hein. Et Aimable disait toujours, c'est bien, mais il disait, pensez à la mélodie. Il me dit, tu sais, quand je fais une note, que j'ai une grand-mère qui m'écoute, qu'elle a une larme à l'œil,
Il me disait, tu sais, là, j'ai fait mon métier. J'étais à un festival d'accordéon au Jet. Et il y avait, juste avant Aimable, James Le Sueur, qui était très jeune à l'époque, qui terminait son passage avec Perle de cristal. Mais alors, il avait envoyé ça, c'était extraordinaire. Hein. Et moi, j'étais derrière, justement, et j'écoutais, et je savais qu'Aimable passait derrière. Et moi, je suis un inconditionnel d'Aimable, donc j'ai presque eu peur pour Aimable ce jour-là. Je me dis, mince, derrière, ça va être dur quand même, là, avec ce que vient de faire James Le Sueur. Et de nouveau, Marcel Azola était à côté de moi. Et il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas voir. Avec sa sensibilité habituelle, il va prendre la salle tout de suite dans sa poche. Et c'est vrai, Aimable est arrivé sur scène avec ses 2 accordéons, il avait 2 accordéons, et hop, il en pose un, il prend son accordéon, il le met, et il commence à jouer, mais alors, avec sensibilité, la 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 la, la 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 la, la 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 la, et à ce moment-là, toute la salle chante la la la. Même si vous êtes un virtuose extraordinaire, si vous faites des paquets de notes, vous touchez personne. Personne. Mais si vous savez toucher une note, Aimable, il avait dit une fois à Roberto Milesi, qu'il estimait beaucoup déjà, malgré que Roberto était jeune à ce moment-là. Il lui disait, quand tu feras bander ton accordéon, tu seras un grand. Et je pense que ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire, est-ce que tu sauras toucher ton accordéon? Est-ce que tu sauras faire vibrer ton accordéon, même sur 2 notes très lentes? Est-ce que tu pourras faire passer des sentiments que tu veux faire passer? Là, tu seras un grand. C'est pas en faisant des gring-gring sans arrêt, des paquets de notes, que je reconnais virtuosité, ça d'accord. Mais ça touche pas tout le monde. Moi, je vais vous dire franchement, moi, la virtuosité, elle est dans la mélodie. Elle n'est pas dans les paquets de notes.
Je n'ai jamais essayé d'imiter Aimable dans le jeu. C'est par contre la pensée, la sensibilité. Le jeu d'Aimable, c'est la sensibilité. Avec une seule note de musique, on doit pouvoir envoûter la salle. Une seule note. D'ailleurs, Marcel Azola me l'a confirmé concernant Aimable. Et il m'a dit, avec une note de musique, lui, il a toute la salle pour lui. Et moi, je sais pas le faire, ça. Et Aimable savait le faire. Et moi, je sais pas si je sais le faire ou pas, mais personnellement, je donne toute mon énergie sur une seule note. Et c'est très dur à faire, hein. C'est très dur quand on est en train de jouer et qu'on doit faire passer les sentiments sur une note avec son accordéon. Il y a le soufflet, il y a tout, il y a la façon de tripoter ce bouton-là, hein, avec le soufflet. Quand on a fini les balles, on est rincé. Verschuren aussi disait toujours, quand on est en bas de la scène, on a un certain âge, quand on monte sur scène, on a 20 ans de moins. Et même moi, qui étais beaucoup plus jeune qu'eux, quand je jouais, des fois j'arrivais, je me disais... Et une fois qu'on montait, ça partait et tout. Et c'est vrai, quand on a cet instrument sur le ventre, et qu'on commence un peu, puis que ça commence à jouer, on oublie tout, et c'est parti, et puis voilà, quoi. Il changeait 3-4 fois de chemise dans les balles. Ça aussi, j'adorais. J'ai vu cet exemple quand je suis allé dans ces balles. Je voyais, il commençait avec une chemise, après, paf, une heure après, une autre. Mais pourquoi? Elles étaient, ils pouvaient les tordre. Hein, il y avait de l'eau, ça tombait. Hein. Donc non, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il se donnait à fond, à fond. Tous les morceaux. Et ça, Jean Bonal, son guitariste, me le disait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a des morceaux qu'on joue dans tous les bals. Donc il y a des morceaux, on les aura peut-être 1000, 2000, 3000 fois dans notre vie, même plus que ça. Eh bien, c'est comme si il le jouait pour la première fois, à chaque fois. Et ça, c'était formidable. C'était un reproche qu'on lui faisait. Il n'y avait plus de fin. Et même quand il rentrait d'un gala, quelquefois, lui, il partait avec sa voiture, avec un musicien qui l'aidait à conduire, et les musiciens dans le quart de l'orchestre, ils se rejoignaient aux étapes. Et quelquefois, il y avait un petit troquet au bord de la route. Oh, malheur! Alors là, quand il était en bonne compagnie, Aimable, il buvait un petit coup avec des routiers, n'importe qui, et il disait à un musicien, va me chercher mon accordéon. Là, on était foutus. Foutus. Il prenait de l'accordéon, il descendait de l'accordéon du bus, du car, de l'orchestre, et quelquefois, il disait au guitariste qui était avec lui, à Jean Bonal, entre autres, tu viens avec moi, Jean, on va leur jouer un petit morceau. Mais ça durait 2 heures. Alors, je ne vous dis pas, les autres musiciens, dans le car, tout le monde rouspétait, hein, parce qu'ils n'avaient pas de fin, ils n'arrêtaient pas. Il ne se rendait pas compte. Et moi, je l'ai vu à une étape comme ça, s'endormir sur son accordéon. Eh oui, il dormait, la tête baissée sur l'accordéon, et il continuait à jouer. C'est un des seuls, je dis bien, même le seul accordéoniste qui avait un répertoire aussi diversifié. Si tu veux, Aimable, on l'avait surnommé le bottin mondial de l'accordéon, et c'est quelqu'un qui te jouait de tous les styles, de tous les pays et tout. Et il avait un style. Même quand il faisait du top 50, il s'entourait toujours d'excellents musiciens, comme par exemple Benny Vasseur au trombone, enfin des grandes personnalités. Et ça faisait toujours, même pour du hit parade et du top 50, ça faisait toujours des disques absolument formidables. Moi, tu vois, par exemple, étant gosse, qui était un amoureux de Verschuren, ma mère, elle était un amoureux d'Aimable. Elle était amoureuse d'Aimable, elle aimait mieux Aimable qu'André. Il enregistrait du répertoire allemand, du mexicain, enfin, tout, quoi. Ce disque-là, le Carnaval en Allemagne, quand tu entends ça avec les cuivres derrière et tout, t'imagines Aimable en pleine possession de ses moyens qui se donne à fond et qui joue. Il fait pas mine, je veux dire, il joue.
mais il joue vraiment dans le style allemand. Colossal. C'était quelqu'un qui jouait admirablement les tangos. T'écoutes ça, je veux dire, même si c'est les tangos joués à l'accordéon musette. Et toi, pourtant, moi qui étais très verchuréniste, je préfère les tangos par Aimable. Toi, c'est... Voilà, faut... Mais Aimable avait une grande communion, mais les tangos, c'était extraordinaire, hein, quand il jouait ça, alors là... Puis tu sentais qu'il y avait quelque chose. Il aimait beaucoup cette période où il y avait des chansons de Rose Blanche, ou des choses comme ça, vous voyez. Des chansons, en fait, de la période des chanteuses populaires et sentimentales. Du reste, il a accompagné Fréhel un petit peu, Georgette Plana, et il aimait beaucoup ces chanteuses-là. Il les respectait beaucoup. Il a accompagné longtemps Georgette Plana. Hein. Ça sortait de l'ordinaire, Aimable. Il jouait des morceaux justement comme ça qui surprenaient que beaucoup ne jouaient pas. La guinguette a fermé ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. On voit comme sur un écran des couples inquiétants dont les ombres s'amusent. On dit que pourtant le costaud qui risqua l'échafaud pour des vendus qui rusent vient d'entrer rageur en vengeur. Oui, mais la guinguette a fermé ses volets. Le rythme des pas incertain, soudain, serait-ce l'heure? Et dans l'accordéon plaintif, craintif, un son demeure. Des jurons de voix mâles et des râles, la chute de corps lourds, hargneux des coups sourds. La guinguette a fermé ses volets, le même son inquiet de l'accordéon glace. On voit comme sur un écran des couples haletants dont les ombres grimacent. On devine au choc la fureur des costauds en sueur qui roulent et s'enlacent. On voudrait bien voir et savoir, oui, mais la guinguette a fermé ses volets. Le calme revient brusquement, vraiment, serait-ce un leurre? Pourquoi ces sanglots convulsifs, furtifs, des femmes pleurent? Là-bas, un groupe traîne vers la Seine, quelques paquets maudits qui sombrent dans la nuit. La guinguette a rouvert ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. On voit comme sur un écran des couples inquiétants dont les ombres s'amusent. On dit que ce soir le costaud qui frisa l'échafaud pour des vendus qui rusent est sorti très gai, est-ce vrai? Oui, mais la guinguette avait mis ses volets. C'est inspiré beaucoup de la musique de tous les pays du monde, des folklores. Regardez, Aimable, s'il jouait un folklore juif, il adorait, il ressentait vraiment. S'il jouait une musique américaine, jazzy, il adorait, il jouait très jazz. Et s'il jouait du zigane, il le jouait avec beaucoup de talent aussi. Il ne copiait pas, mais il s'en inspirait. Il ressentait vraiment. Et c'est ça, en fond, un vrai musicien. Il avait quelque chose qui jouait admirablement bien, c'était les musiques russes. Écoute, il avait un truc.
Le seul accordéoniste, pareil, que j'ai entendu jouer. Alors, voilà, quand j'arrivais, bon, il le faisait pour d'autres si j'étais pas là, mais quand j'arrivais, si tu veux, je lui disais, tu sais ce qu'il faut que tu me joues? Ah oui, 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 oui. Il me dit, pas de problème. Il buvait une bière, il remontait. Puis il disait à tous ses musiciens, allez boire un coup. Jean Bonal, son guitariste, tu restes avec moi. Écoute, ça durait 15 minutes. Musique russe par Aimable et Jean Bonal à la guitare. Mais alors là, les autres, ils peuvent s'accrocher à une gamelle, je peux te le dire. Là, c'était quelque chose. Puis là, ça y allait, ça y allait, ça y allait. Ils voyaient même plus les gens. C'est magnifique. Aimable a eu, comme tous les accordéonistes, un premier millionième disque, que voilà. Et pour ce premier millionième disque, la maison Vogue lui avait fait faire, pour cette occasion, une paire de boutons de manchette en or, en forme d'accordéon. Cette paire de boutons de manchette, il n'y en a qu'un exemplaire au monde qui avait été fait que pour lui. Donc vous voyez, il y a deux claviers main droite en or massif et la pierre noire représente le soufflet avec la petite chaînette. Et à l'autre bout, bien sûr, la marque des disques, qui était la marque Vogue. Il disait, on ne doit jamais être prétentieux. Même s'il arrive un moment dans la vie où on a un peu plus d'argent, où on peut s'acheter une voiture un peu plus belle,
où on peut s'habiller un peu mieux, s'acheter une belle cravate qu'on n'aurait pas pu s'offrir avant. Mais c'est pas pour ça être prétentieux, c'est être conscient de ce qu'on peut faire parce qu'on l'a mérité, parce qu'on en a envie longtemps. On n'a pas pu jusqu'à ce moment-là. Il arrive un moment, bon, on a bien travaillé, on a gagné un peu de sous, on peut s'offrir ce dont on a envie. Ben ça, c'était très bien, je trouvais que c'était juste, et lui aussi. Il était fier de sa réussite. Il pouvait s'enorgueillir, par contre, d'avoir eu une grande fidélité à sa marque d'accordéon et à sa maison de disques où il est resté dans chaque 50 ans. Et ça, s'il pouvait s'enorgueillir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient comme lui, qui étaient restés dans la même maison de disques, puisqu'il est rentré chez Pacific, il y est resté peut-être un an, là où ils ont fait 2 ou 3 disques. Pacific, après, a été racheté par Vogue, rentré chez Vogue. Et quand il est mort, il était encore chez Vogue. Donc il a fait 50 ans, et 50 ans avec la même marque d'accordéon. Fratelli Crusio. Il béatifiait son instrument. Ah oui. Ah oui. Du reste, souvent, c'était quand il rentrait à la maison d'un gala ou quelque chose, moi, je ressortais l'instrument de la boîte le lendemain matin, évidemment, pas en pleine nuit, et j'astiquais les boutons, je le nettoyais, le soufflais et tout, je passais... L'accordéon, c'était sa folle maîtresse. Et maîtresse, on lui pardonne tout, on lui donne tout. Il aimait son instrument, il aimait l'accordéon. En particulier, le dernier qu'il m'a donné. Celui-là, il l'aimait beaucoup. Et moi, je me souviens, la première fois où je l'ai vu jouer avec, c'était à l'Étoile à Paris. J'avais été le voir l'après-midi. Il me dit, tu m'attends, on boit un verre après? Je dis oui, à la coupure, on a été boire un verre. Comment tu trouves mon accordéon? Qu'il me dit. Je lui dis, il est top. Il te va à merveille. Et je dis, en plus, il est très moderne, il y a plus de 20 ans. Hein. Et il m'a dit, il te plaît vraiment beaucoup? Alors je dis, écoute, j'adore. Il m'a tapé sur l'épaule, il m'a fait une bise. Et je ne savais pas, mais quand il est rentré chez lui, il a dit à son épouse, s'il m'arrive quelque chose, cet accordéon, c'est pour Roberto. Bah, je vais vous en jouer un petit morceau, si vous voulez. Un petit morceau en mémoire d'Aimable, justement. Un morceau que nous avons écrit. Danny Aimable, Roger l'Archange et moi-même. Avec l'accordéon d'Aimable. Voilà. Allez, on va l'accrocher. C'était pas un gros compositeur. Il aimait bien surtout enregistrer les musiques des autres. Alors que ce soit du viennois, du classique, tout ce que tu veux. Hein, comme quand il avait fait son double album, Les Thèmes éternels. En fait, c'était tous des thèmes classiques qu'il avait regroupés et les avait transformés avec un rythme de danse. Alors, t'avais eu Tchaïkovski, machin, t'avais tout ça. C'était un succès magnifique.
C'est quelqu'un qui a été le premier aussi à enregistrer les chanteurs. Je faisais Aimable joue François Hardy, Aimable joue Enrico Macias, Aimable joue un tel. Toujours cette diversité de discographie. Quand on a un orchestre tel que ces orchestres-là, on est un petit peu redevable vis-à-vis du public. Et le public demande d'ailleurs, quand il y a des airs plus connus qui sortent, on dit toujours « Ah, Aimable, dis donc, tu peux jouer ça ?» Et je crois que c'est lui qui disait toujours à Jean Bonal « Écoute bien ce qui se fait, on enregistre chez Vogue. » Et à chaque fois, c'est pour ça que là, toi, tu as par exemple un disque qui s'appelle « Ouragan ». L'ouragan d'Aimable 86, parce qu'en 86, la princesse de Monaco avait sorti la chanson comme un ouragan. Il était toujours en avance sur son temps. Et je me souviens à l'époque, j'étais tout jeune, il y a des tubes qui sortaient, les chanteurs de l'époque sortaient un tube. On allait dans ces balles, ils le jouaient déjà. Il fallait adapter l'accordéon au public et il fallait le moderniser en jouant des airs populaires, en jouant des succès actuels, en plus des morceaux d'accordéon. Il aimait qu'on lui dise qu'il était élégant, parce qu'il a toujours été très élégant. Il mettait un point d'honneur à se faire des jolis costumes. Et quand il achetait une paire de chaussures chez un marchand, il achetait toujours 2 paires, jamais une paire. Et il les mettait jamais. Mais il adorait avoir des jolies chemises, des beaux costumes et des belles cravates. Il a toujours été le prince charmant pour moi. Même en prenant de l'âge, je trouve qu'il était de plus en plus beau. Il s'aimait bien tel qu'il était. Mais sans forfanterie, il disait « Bon, je suis comme ça, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, je suis fidèle, je suis courageux, je suis peut-être un gueulard par moment, mais je l'assume. » En général, je pense que tout le monde est sensible aux critiques, mais lui, ça le touchait, mais il ne le faisait pas voir. Il ne le faisait pas voir, mais ça lui faisait du mal, beaucoup. Et malheureusement, des personnages comme lui sont des personnages qui ont été beaucoup critiqués. Et un jour, il m'a dit à ce sujet quelque chose d'important. Parce que je lui disais, moi, je lui faisais part d'une critique que j'avais entendue sur lui qui m'avait vraiment fait du mal à moi aussi.
Parce que tout ce qu'on disait de mal sur Aimable, on me faisait mal à moi aussi, dans le fond. Et je lui disais, telle personne a dit ça sur toi, c'était plus fort que moi. Et il m'a répondu ce jour-là, écoute, Roberto, je vais te dire une chose. Je te souhaite une chose, c'est qu'un jour, tu sois autant critiqué que moi. Ça voudra dire que tu as réussi. Comme une petite fille gentille. Elle s'était fait couper les cheveux. En se disant, ça m'ira beaucoup mieux. Car les femmes, tout comme les messieurs, parce que c'est la mode commode, elles se font toutes, Elles se font toutes, elles se font toutes couper les cheveux. Beaucoup de gens que j'ai connus l'appelaient tonton. Alors je pense que c'était pour sa bonne bouille, sa familiarité, voilà. Souvent, ça nous est arrivé même d'être à des endroits, on dit « Ah, quand tonton il venait, c'était quelque chose. Hein. » Alors au début, ça m'avait un peu surpris, puis après j'ai compris pourquoi. C'était avec sa bonhomie, avec sa façon. Donc les gens le prenaient un peu pour un membre de la famille. C'était un type bien, parce que c'était un type honnête, qui venait d'un milieu ouvrier et qui avait toujours conscience du travail. Et malgré qu'après il a gagné 3 sous, qu'il a dépensé du reste, il a bien fait, il avait le sens de ce que c'était l'argent. Il avait le sens de l'argent. Mais il n'avait jamais de portefeuille. Il avait son fric dans sa poche en vrac. Et je me souviens toujours quand il rentrait de gala, à ce moment-là, il y avait une partie ou la totalité, il y a longtemps, payée en espèces. Il sortait toutes ses poches, il mettait sur la table, il disait « compte ». Je m'en souviens toujours. Et en vrac, comme ça. Il aurait pu avoir de l'argent de moins, il s'en souvenait pas. Mais une fois, il a oublié, comme beaucoup de personnes, sa sacoche avec la paye de l'orchestre sur le toit de la voiture, en chargeant le matériel. On met sur le toit, et puis après on s'en va. Et la sacoche, elle reste sur le toit. Et ça lui est arrivé une fois, il avait plus de 4 millions anciens à ce moment-là, dans la sacoche. Et c'est un gars qui travaillait au bord de la route, qui l'a trouvé peu de temps après le départ de la voiture. Et il a eu l'honnêteté, le gars, il l'a rapporté. Parce que je me souviens qu'Emma lui avait dit, je lui ai donné, comme il parlait, 50 sacs. Je lui ai donné 50 sacs, il méritait bien. Vous vous rendez compte, il y avait toute la paye de l'orchestre. Parce qu'il n'aimait pas faire la paye sur place. Il faisait la paye à la maison, ou si les musiciens arrivaient avant lui, s'ils traînaient en route. Moi, j'avais toujours ce qu'il fallait à la maison. Moi, je payais les musiciens. Je leur disais, je vous paye, vous rentrez chez vous, vous reposez. Et quand même l'arrivée, il n'avait plus conscience de l'heure, lui. Quand il était embringué dans un truc, il disait, bah alors les musiciens, je dis, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Bah alors ils ne sont pas payés. Mais ils sont payés, les musiciens. T'inquiète pas, va. Ah non, je les aurais jamais laissés partir sans avoir leur paye. Ils attendaient après, hein, vous vous rendez compte? Ils buvaient leur café, je leur faisais un bon petit déjeuner aussi, c'était au petit matin. Et ils partaient. Et c'est là qu'ils me disaient, « Oh, Dany, t'es un pote. » Il avait une femme qui veillait beaucoup sur lui, qui veillait à ce qu'il ne soit pas dérangé quand il était rentré de gala, parce que tu as toujours des gens qui savaient où il habitait, donc ils venaient sonner et tout. Et c'était pas toujours évident
de faire la barrière parce qu'il était assez facile d'accès. Puis dès qu'il sortait dans la rue, bon ben, ah aimable, voilà, bon, c'était ça. Un jour, j'étais dans un gala et il y a une grand-mère qui voulait absolument chanter accompagnée par lui. Alors il me regardait puis il me faisait, bah oui, on sait jamais sur qui on tombe quand on connaît pas. Et alors il fait monter la grand-mère et lui dit, qu'est-ce que vous voulez chanter? Elle dit, je vous en prie, je chante Foufrou, accompagnez-moi. Donc là, il ne savait pas du tout ce qui l'attendait. Il a démarré, la grand-mère, nickel et tout. Et au refrain, la grand-mère, elle a remonté la jupe et elle était en panty. Je n'ai jamais vu rire autant sur scène. Mais une qualité de chant, la dame. Et à chaque refrain, elle faisait Foufrou, Foufrou. Alors ça, il était... Mais il adorait ça en plus. Il adorait. Je n'ai jamais entendu parler de retraite ni de nostalgie, jamais. La mort, il s'en moquait. Ça, la mort, il s'en moquait. Quand ça sera le jour, ça sera le jour. Puisqu'un même un jour, il m'avait dit, on faisait un gala d'accordéon à Paris-Vieille-Poste, et il sortait de clinique ou de l'hôpital. Et il était assis sur le banc. Quand je suis arrivé avec mon accordéon, il était assis sur le banc avec son accordéon, puis il attendait pour entrer dans la salle. Ah, je dis aimable, ah, salut, on s'embrasse, tout ça. Et alors je dis, au fait, tu sais, tu sors de clinique, là. Il dit, ouais. Il m'a dit, tu te rends compte? Il m'a dit, c'est con, là. Il m'a dit, tu te rends compte? Eh, ils m'ont trouvé de l'eau dans le sang. C'est n'importe quoi. Moi, de l'eau dans le sang. Il m'aurait trouvé du whisky dans le sang encore, mais de l'eau dans le sang. Puis il s'est mis à rire. Voilà, c'est comme ça qu'il parlait de la mort. Et il me disait, suite à ça, alors moi je lui ai dit, mais il faut quand même que sois raisonnable, arrête de fumer, et puis parce que c'est les poumons, là, sois raisonnable, parce qu'en plus, moi je voyais bien qu'il commençait ça allait mal, quoi. Et il m'a dit, je préfère vivre 10 ans de moins, mais pas me faire chier. Quand on a la maladie, petite ou moins petite, ou plus grande, vous n'êtes plus capable de donner ce que vous donniez. Alors ça, vous êtes très malheureux à ce moment-là. Très, très malheureux. Il voulait toujours aller sur la tombe et la statue de Johann Strauss. Et pas bien longtemps avant qu'il nous quitte, ils étaient partis faire une croisière et Danny l'a amené à la statue de Strauss. Alors là,
Les larmichettes sont coulées, mais il est parti en ayant eu son bonheur. Il était affaibli, il avait des problèmes de respiration, il lui fallait de l'oxygène tout le temps. J'avoue que c'était pas un bonheur de le voir les derniers temps. Même si on savait que l'amitié était réciproque. Mais tu sais, quand on a vu des gens comme ça qui ont fait une carrière comme ça, et puis d'un seul coup, tu vois que ça dégringole, et puis que tu as aussi, je le dis et c'est vrai, des collègues qui se fichaient un peu de lui, en disant on lui fera un croche-patte, il tomberait, on rigolerait bien, et ainsi de suite, avant de rentrer en télévision et tout ça. Et ça, je supportais pas, moi, ça, je supporte pas, parce que tous ces gens-là sont partis aussi après lui. Et ils sont pas partis dans des conditions bien meilleures. Donc je pense qu'il y a eu un retour de manivelle, et de toute façon, lui, il méritait pas ça. Il avait donné trop de bonheur, trop de choses, et je pense que pendant les 4 dernières années, Dany a fait un véritable sacerdoce le concernant. On se tenait la main. J'irais même loin. J'irais même dans l'intimité. Vous voyez ce que je vous dis là? Quand on dormait l'un près de l'autre, on se prenait la main. Et il me disait quelquefois, « Oh, babiche, il disait, tu sais maintenant. » Je lui disais, « Ne dis rien, on se tient la main, ça suffit. » C'était magnifique. C'était le plus beau cadeau d'amour qu'il pouvait me faire. Le jour de l'enterrement, sur le cercueil, on m'a demandé de jeter la partition du gris. Et plein d'autres partitions, bien sûr, mais en particulier du gris. Ça m'a marqué parce que elle est tombée, quand elle est tombée sur le cercueil, ça s'est arrêté juste, et j'ai vu du gris en bas. Ça m'a marqué aussi. J'ai été en lui, c'est ce que Dany Aimable m'a dit un jour, ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup touché, et à chaque fois d'ailleurs ça me... Je suis le fils qu'ils ont perdu. Car à l'année où je suis né, le jour où je suis né, ils perdaient un fils. Et pour eux, quand ils m'ont découvert, ils se sont dit, bah c'est lui. Et c'est pour ça que à l'enterrement d'Aimable, c'est moi qui ai représenté la famille à sa demande, qui est ses accordéons, qui est ses disques d'or, qui est sa montre, la montre d'Aimable, qui est au cou le A d'Aimable, qu'il avait autour du cou toute sa vie. Là, je l'ai là. Voilà, le petit A. Et il m'a dit surtout, garde-le tout le temps sur toi. C'est ce que sa femme m'a bien répété.
Et je l'ai toujours. Il est tellement présent, il arriverait, il ouvrirait la porte, il rentrerait, je ne serais pas étonnée. Tellement présent, et tellement pour ses amis aussi, je pense. Moi, j'en parle comme s'il était là. Jamais je vais dire, ah tiens, quand Aimable était là, j'ai toujours, ah oui, avec Aimable, on fait. Et alors qu'en fait, bon, ben voilà, quoi. Dans la vie, il n'y a rien de plus triste pour un artiste que l'oubli. Et tous ces gens-là pensaient peut-être, bon, ben, une fois que je suis parti, et non, tu vois, ça fait 20 ans qu'il est là, tu vois, il n'est pas oublié. Et il n'est pas oublié par beaucoup de gens. Et ça, c'est bien. Et les gens continuent à l'aimer, et même dans les jeunes, parce qu'il faisait tellement toutes sortes de musiques que dans les jeunes, tu as fatalement des musiques qui plaisent. Et il enregistrait de tout, et c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et je pense que ça, on ne peut pas oublier. Et moi, j'appellerais ça simplement un monsieur. Il a laissé un bon souvenir, la preuve, vous voyez. Je rencontre beaucoup de personnes très âgées, évidemment, maintenant, qui viennent me voir, qui viennent m'embrasser, et qui me disent, vous savez, on ne l'a jamais oublié, il est toujours avec nous. Qu'est-ce que c'était un gars vraiment charmant, vraiment gentil. Alors ça me fait un bien. Ça me donne 10 ans de moins à chaque fois. Alors 10 ans de moins à chaque fois, c'est pour ça qu'on me dit, vous faites pas trop vieille, parce que j'ai des beaux souvenirs.